Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon classement général des pilotes de cette saison 2022. Vous le savez, à chaque Grand Prix, je donne une note sur 20 aux pilotes sur l'ensemble de leur week-end. Et du coup, au bout de 9 Grands Prix, on a désormais une belle petite moyenne que je vais vous donner maintenant. Alors évidemment, ces notes, elles sont imparfaites par essence. Impossible d'avoir la vision globale qui pourrait noter les pilotes de manière ultra juste, mais je trouve qu'on s'en sort bien puisqu'on s'y met tous ensemble, on regarde toutes les images et ça permet surtout de faire une appréciation générale. Ce qui compte, c'est la moyenne. Ne prenez pas la chose à la virgule près. Il y a également une part de subjectivité, même si j'essaie de l'enlever et que je traite tous les pilotes de la même manière. Dans tous les cas, vous êtes là pour me corriger quand je dépasse les bornes et je suis très heureux des moyennes qu'on a obtenues. Je vais vous les donner, vous me direz là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. Je vous remercie au passage énormément pour les 50 000 abonnés qu'on a atteints sur la chaîne. Tout ça, c'est grâce à vous. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire ce que je ressens et tout ce que cette aventure m'a fait vivre. Donc voilà, un grand merci à vous. J'espère aussi que le son et l'image sont bien parce qu'on est en extérieur. Un décor peu habituel, vous l'aurez remarqué, parce que j'ai tout simplement acheté une maison grâce à l'argent des abonnés. C'est faux, je me suis introduit par effraction chez quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. Bref, je crois que j'ai assez dit pour l'intro, on peut y aller, voici mes moyennes générales, et on va commencer avec les équipes car je les note également. Bon, à la dernière place, vous ne serez pas surpris de retrouver Williams. C'est la plus mauvaise écurie du plateau, surtout en qualification et également en course, même si quelquefois, ils ont réussi à faire quelques trucs pas trop mauvais, d'où leurs deux notes qui dépassent les 10 sur 20, le 14,5 en Australie où ils ont fait le bon coup sur les pneus avec Albon, et le 12 à Miami où c'était pas trop mal et où il y a également eu des points à la fin grâce aux pénalités. Sinon, vous le voyez, c'est toujours 10, 9 ou 8 parce que l'écurie ne fait pas forcément de grosses erreurs et a même trouvé cette saison des petits trucs pour améliorer sa performance par moment, mais est tout simplement trop mauvaise. Comme j'ai voulu le dire récemment un petit peu trop vite, je trouve qu'ils seront déjà derniers à la fin de la saison. Je leur laisse une dernière chance de s'améliorer, c'est ce week-end à Silverstone avec le gros package d'amélioration. Si ça ne prend pas, eh bien je pense qu'on pourra déjà dire qu'ils sont la pire écurie de la saison et peut-être qu'ils sont un petit peu condamnés pour le futur. C'est une vidéo que je travaille pour prochainement. 9e, on retrouve Aston Martin qui est 8e au classement constructeur par points. Ils pâtissent surtout de leur très mauvais début de saison. 8 à Bahreïn, 10 à Jeddah, 6 en Australie, mais également 2-10 à Miami et en Espagne. C'était pas bon du tout. Malgré tout, je pense qu'ils vont pas tarder à remonter. Il y a eu un très beau 16 à Imola. Et sur les 3 derniers week-ends, c'est 13, 14 et 12. Petit à petit, ils reviennent dans le midfield en termes de performance et donc je pense qu'au fur et à mesure de la saison, dans mon classement par notes, ils vont aussi remonter vers peut-être la 8, 7, 6e place au mieux. Attention, ça progresse, Vettel est mieux, c'est pas mal. Juste au-dessus, on retrouve AlphaTauri qui me déçoit un petit peu en étant l'écurie la plus moyenne de la saison jusque-là. Ça se voit dans les notes, toujours entre 11 et 14, sauf lors des 2 derniers week-ends où il y a eu la pire et la meilleure performance. La meilleure à Bakou, 16, la pire au Canada avec un 8. Voilà, je m'étale pas plus, pas grand-chose à dire à part le mot moyen. À la 7e place, on retrouve la première grosse différence avec le classement constructeur par points, puisque j'ai McLaren, et c'est pour ça que j'aime la moyenne générale. Ça permet de mieux voir le niveau des écuries. Parfois, les points sont un petit peu trompeurs. Alors McLaren, il y a eu du très bon. Australie, Imola, c'est 17 et Monaco, c'est 16. À ces 3 courses-là, ils étaient vraiment la 4e, voire la 3e force du plateau, comme leur classement constructeur le laisse penser. Après, il y a des courses comme Jeddah, l'Espagne ou l'Azerbaïdjan où franchement c'était pas terrible, mais ils s'en sortent très bien à la fin avec généralement des gros points et c'est ça qui explique qu'ils soient si haut dans le classement constructeur. Donc à ces courses-là, c'était pas ouf, mais je leur ai mis autour de 13. Par contre, ce qui explique leur place aussi bas dans le classement, c'est qu'il y a vraiment 3 gros cartons qui sont très décevants et les équipes sont aussi notées par rapport à leur niveau d'attente. Faire 13e pour McLaren, c'est pas pareil que faire 13e pour Williams ou pour Haas, c'est encore plus décevant. Donc on a un 7 à Bahreïn où c'était complètement catastrophique pour la première course de l'année, on a un 10 à Miami où la perf n'était pas là, et on a un 8 au Canada où pareil, ils n'ont absolument pas réussi à exister. Ça fait la 7e place du général contre la 4e au niveau des points. Alors, McLaren nous déçoit, je trouve que pour l'instant ils s'en sortent très bien niveau comptable, mais attention dans la vraie vie avec les vrais points, eh bien on a Alpine et Alfa Romeo qui reviennent, et donc peut-être que dans 2-3 mois, eh bien McLaren sera plus proche de la place qu'elle mérite réellement.
Il faut donc aller à la 6ème place de mon top pour trouver la 9ème écurie du constructeur Haas. Ceux qui les portent là, évidemment, ce sont leurs 2 premiers Grands Prix. On a un 19 à Bahreïn où c'était complètement irréel. On a un 16,5 à Jeddah. Depuis, il n'y a pas eu beaucoup de points. Peut-être que je suis un peu indulgent avec eux, mais ils arrivent toujours à choper une Q3, à pas être trop loin des points. Le moteur qui casse, eh ben c'est pas le leur, c'est celui de Ferrari, donc je suis peut-être plus généreux. Bref, vous voyez les notes, vous me direz si j'ai abusé ou pas. Toujours est-il que Haas est encore 6ème de mon classement, mais nécessairement je pense que ça va doucement dégringoler s'ils n'arrivent plus à être compétitifs au fur et à mesure de la saison. Et donc peut-être que bientôt ils seront 7ème, puis 8ème, puis 9ème, comme dans la vraie vie. Ensuite, on a quand même un gros gap pour la 2e partie du midfield où on retrouve Alpine en 5ème position et Alfa Romeo en 4ème. Je ne m'étale pas beaucoup, peut-être qu'Alpine nous déçoit un petit peu par instant en n'arrivant pas à maximiser certaines performances et en étant souvent meilleur le samedi que le dimanche ou parfois l'inverse de manière incompréhensible, mais à l'arrivée il y a quand même déjà pas mal de points, pas beaucoup de grosses erreurs de la part de l'écurie, même si côté mécanique on a des choses à déplorer et c'est ce qui mécaniquement les a fait baisser. Bref, Alpine pour l'instant c'est pas génial comme le prouve la note, mais c'est pas mal et ça a surtout du potentiel pour faire beaucoup mieux. Quant à Alfa Romeo, je pense qu'il surpasse les attentes qu'on pouvait avoir d'eux en début de saison. Il y a de superbes points, il y a de superbes choses. Attention quand même, il y a des courses où ils ont disparu récemment. Monaco c'était pas ouf, Azerbaïdjan c'était pas ouf, Canada finalement ils s'en sortent pas trop mal, voilà. Mais il faut quand même réaliser que Alfa Romeo, 4ème meilleure écurie de la saison pour moi au bout de 9 courses, bah personne ne l'aurait prédit en début de saison, donc bravo là-dessus. Maintenant va falloir maintenir le rythme et franchement je les en crois capables, puisqu'on voit au général par points, ils ne sont pas si loin de la 4ème place. On arrive à présent sur mon podium où à la 3ème marche, on retrouve logiquement la 3ème force de ce plateau 2022, Mercedes. Alors, il y a plein de soucis avec la voiture, elle n'est pas assez compétitive, c'est ce qui fait que je ne peux jamais monter la note très haut. Je ne vais pas mettre 20 pour une 6ème place parce qu'on attend de Mercedes qu'il gagne. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'ils trouvent des solutions. Qu'en course, ils sont toujours très bons, qu'ils ont maximisé absolument tous les résultats qu'ils pouvaient maximiser et que voilà, leurs 2 pilotes sont géniaux, ils arrivent à trouver des résultats, c'est parfait. C'est ce qui donne qu'ils ont toujours environ 15-16 minimum parce qu'à l'arrivée, ils sont là et il y a même par-dessus tout des superbes week-ends en Australie, en Espagne, au Canada. Là vraiment l'écurie avait un niveau encore meilleur. C'est pas encore pour jouer la victoire, donc on ne touche pas les 19, les 20, mais malgré tout des fois ça mérite de très bonnes notes et ils sont déjà solidement 3ème de mon constructeur. Juste au-dessus, on a Ferrari qui finalement n'est pas si loin devant Mercedes. C'est parce que l'écurie a connu trop de soucis mécaniques et a fait trop d'erreurs. Quant à la performance pure, on le sait, elle est là. Il mériterait 18-19 rien que sur ça. Mais il y a toujours des détails qui font baisser la note. Quand ça marche, ça donne 20 à Bahreïn, ça donne 18 à Jeddah, 17 en Australie, 17 à Miami. Oui, mais il y a la double abandon de l'Azerbaïdjan, ça fait 10. Il y a la course ratée niveau tactique à Monaco, ça fait 13, etc. etc. C'est ce qui fait que Ferrari, qui était première de mon classement sur les 4 premières courses, a dégringolé, a laissé Red Bull s'envoler et maintenant ça va être dur à rattraper puisque les Autrichiens sont premiers avec 17.3, 1,5 point d'avance. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Vous voyez les courses de Bahreïn et d'Australie où il y a eu les abandons mécaniques, donc nécessairement ça a baissé, mais depuis Imola c'est une pure dinguerie. L'écurie est tout simplement la meilleure de ce début de saison, à la fois sur la performance, à la fois sur la gestion des hommes, à la fois sur la gestion des stratégies, des arrêts, etc. Voilà. Pour l'instant, Red Bull large premier, je ne m'étale pas, voici mon constructeur, dites-moi là où vous avez un point de désaccord éventuel. On passe au classement pilote, à la 20e place, là aussi je ne vais pas faire long, vous ne serez pas surpris de retrouver Nicolas Latifi qui a quand même 3 points de retard sur le 19e, on y viendra. La raison elle est simple, il n'est pas assez bon pour la Formule 1, ce qui fait que chaque week-end, quand il ne se crache pas, eh bien il a 8 ou 9. On notera la bonne perf de l'Espagne où c'était mieux, mais Albon avait également un souci sur sa voiture, donc peut-être que c'était juste comparativement meilleur. Bref, 11,5 en meilleure note, je pense que tout est dit. Et 4 en pire à Jeddah où il y a eu un crash à la fois en qualif et à la fois en course, les 2 fois tout seul. C'est la pire note que j'ai jamais mis depuis que je note les pilotes depuis 4 ans. Voilà pour Nicolas, je ne m'étale pas, il va perdre sa place et bah, c'est tristement mérité. 19e de ce classement par note, mais quand même 3 points devant Latifi, donc ça n'a évidemment rien à voir. On est dans une autre ligue. Eh bien, c'est Lance Stroll avec qui j'ai de moins en moins d'indulgence. Vous allez me dire qu'il y a eu des trucs pas mal.
Oui, je suis d'accord, c'était Imola, Miami ou le Canada, mais quand c'est pas mal, Lance Stroll, ça vaut 14 ou 15. Jamais il n'arrive à craquer le 16, le 17, le 18 depuis plusieurs années, et c'est ce que je lui reproche. Son niveau moyen est trop bas, et en plus il y a un peu d'irrégularité, puisqu'il y a eu du moins bien sur Jeddah, sur l'Espagne, mais surtout sur des courses comme l'Azerbaïdjan, où il prend seulement un 9 sur 20, Monaco, où il n'a pas existé du week-end, on a également Bahreïn, où il se fait battre par Hülkenberg et il n'existe pas en course, mais aussi la catastrophe de l'Australie où il y a eu le crash en essai, en course, bref c'était nul, voilà, je lui ai mis un 7. Lance Stroll, ce n'est pas assez alors que c'est sa 6e saison de Formule 1, peut-être qu'en deuxième partie de saison il retrouvera une certaine forme et il remontera, mais pour l'instant il est dans le wagon des plus mauvais de ce début de saison. Juste avec lui, avec quasiment la même moyenne, on retrouve Mick Schumacher, et je suis d'accord, il y a des choses qui ne vont pas dans ce début de saison. Jeddah, il se crache tout seul en qualif, il prend pas part à la course, c'est mauvais. Imola, bonne qualif, très bon sprint, mais course cataclysmique derrière. On a Monaco, où il est battu par Magnussen, où il n'existe pas, et où il finit par se cracher lourdement en course. On a aussi l'Azerbaïdjan, où il n'existe pas. Voilà. Il y a 4 courses sur 9 qui sont vraiment pas bonnes du tout. Mais à côté de ça, je rajouterai 2 éléments. Le premier, c'est que c'est un demi-rookie. Et le deuxième, c'est qu'il y a des courses vraiment très bonnes. Prenez l'exemple du Canada le week-end dernier. Prenez l'exemple de Miami, où certes, il a mal fini tout seul, mais c'était pas mal en termes de rythme. Prenez l'exemple de Bahreïn, où certes, Magnussen lui met une pilule, mais lui, il est pas si loin des points. Prenez l'exemple de l'Australie, où il bat Magnussen. Ok, c'est peut-être pas Leclerc, c'est peut-être pas Russell, c'est peut-être pas Norris. Mais pour un demi-rookie, il y a des erreurs, certes, mais je demande à en voir plus, car par instant, j'ai vu du mieux. Ne vous laissez pas embarquer par le fait qu'il n'ait pas marqué de points en Formule 1. Ça tient à certes un peu de manquement de sa part parce qu'il est jeune, à quelques erreurs, mais aussi à une voiture qui n'est pas terrible. Voilà, je pense qu'on peut lui laisser encore plus de temps que ça. Mick Schumacher, certes, c'est 18e, mais il y a du potentiel pour mieux. 17e, on retrouve un pilote un peu dans un no man's land qui fait un début de saison qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas satisfaisant, c'est Daniel Ricciardo. Oui, il y a des trucs très mauvais, c'était moyen à Bahreïn, c'était pas bon du côté d'Imola, c'était moyennasse du côté de Miami et de l'Espagne, c'était catastrophique, voire même inquiétant du côté de Monaco. Je suis d'accord. Malgré tout, eh bien, il y a 4 courses où il tient peu ou prou le rythme de Norris. On a Jeddah, où il abandonne sur souci mécanique, malchanceux alors qu'il était devant son coéquipier. Il y a l'Australie, où il tenait clairement son rythme. Et puis il y a les 2 derniers week-ends où il est clairement dans son rythme, voire même devant. Donc concrètement, Daniel Ricciardo n'est pas tant à la ramasse que ça. C'est surtout 2-3 éléments qui viennent plomber le tout. Et médiatiquement, peut-être qu'on en a fait tous un petit peu trop sur lui. Parce que dans le fond, sur certaines courses, c'est peut-être mieux que ce qu'il proposait l'an dernier, à 4 des 9 courses en tout cas. Donc j'ai hâte de voir la suite, comment il va finir cette première partie de saison, comment il va attaquer la deuxième, est-ce qu'il sera encore là en 2023. Mais concrètement, Ricciardo, c'est pas assez bon, mais c'est pas mort. Franchement, pour l'instant, il y a de la place pour un petit peu d'amélioration. Devant ça, j'ai un quatuor qui se tient en moins d'un demi-point avec Tsunoda 16e, Vettel 15e, Guan Yu Zhou 14e et Alexander Albon 13e. Bon, sur Albon, je m'étale pas, je l'explique à chaque fois. Je trouve que le Thaïlandais fait un super début de saison. Il a prouvé qu'il méritait sa place en F1 et il n'y a rien à redire. Il a fait même de très beaux exploits. Je lui ai mis 18 en Australie, j'ai mis 17 à Miami. Le problème, c'est que sa voiture, elle est trop mauvaise pour qu'on puisse correctement le noter et que son coéquipier n'ait pas un assez bon point de référence. Donc, Alexander, souvent je lui mets 13, alors peut-être ça mérite 16, mais bon, il fait 14e dans une Williams, donc compliqué de péter le plafond. Je pense qu'on peut l'exclure de ce classement, dire que sa saison, pour l'instant, elle est validée et que sa note n'a pas trop de sens. Guan Yu Zhou, bon, c'est concrètement un très bon début de saison. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en année rookie. Évidemment, il est noté par rapport au fait que c'est sa première saison, donc il y a une petite indulgence en plus, mais il ne serait pas aussi haut s'il n'était pas aussi bon dans un plateau en plus aussi relevé. Le niveau de son alpha l'aide aussi à se mettre en valeur, mais il a saisi les opportunités. 18 à Bahreïn, 16 à Bakou, 17 évidemment au Canada, c'est très très bon. Malgré tout, il est peut-être un peu bas par rapport à ce à quoi vous vous attendiez, parce qu'on garde une très bonne perception de ses derniers résultats, mais il ne faudrait pas oublier l'Espagne ou Monaco qui n'était vraiment pas terrible, Imola qui était très moyen, et après on a Jeddah ou l'Australie qui était pas mal. Voilà, il y a aussi pas mal de soucis mécaniques qui font qu'on a un peu tendance à le plaindre et à trouver qu'il est malchanceux. C'est vrai, mais attention, souvent les courses qu'il a abandonnées, à part Bakou, c'était des courses où il existait que très moyennement. Bref, je ne vais pas m'étaler, Guan Yu Zhou pour l'instant c'est très bien, c'est validé, on verra la progression sur le long terme.
Vettel lui avait raté les 2 premières courses de l'année et clairement plombé par son set de reprise en Australie où il avait vraiment été très mauvais, mais il n'avait que très peu d'expérience dans la voiture également et depuis il a clairement trouvé son rythme. Il y a du 17 du côté d'Imola, il y a du 16 du côté de Monaco, il y a du 16,5 du côté de Bakou et quand c'est pas du 16, bah c'est du 13, donc franchement Seb a vraiment repris du poil de la bête. J'ai l'impression qu'il s'entend mieux avec l'écurie, mieux avec la voiture, il est plus un leader qu'il ne l'était l'an dernier. Voilà, j'ai pas grand chose à redire, le 7 gâche tout, mais si jamais il continue sur sa dynamique, il va petit à petit remonter pour s'approcher du top 10 des meilleurs pilotes de ce début de saison. Après, il y a aussi le fait que la Stone elle est pas assez bonne pour faire de trop bons résultats, donc c'est dur de mettre 16-17 à un mec qui termine 13e alors que pourtant il a fait de son mieux. Bref, Seb, pour l'instant, je vois vraiment du positif et je pense que ça va aller en s'améliorant. Et ensuite on a Tsunoda, vous pouvez le constater aux notes, c'est vraiment pas mal, le niveau moyen est là, avec souvent du 11, du 13, du 14, donc c'est plutôt cool. Et il y a aussi de beaux pics, 17 à Imola, 16,5 du côté de l'Espagne, 17 encore à Bakou. Malheureusement, il y a le Canada avec un 9 qui vient gâcher la note, ce qui montre que Tsunoda n'est pas encore tout à fait prêt pour devenir un pilote de Formule 1 sur le moyen long terme, ce qui explique cette 16e place. Pour moi, elle veut vraiment tout dire. Il ne fait clairement pas partie des plus mauvais pilotes de la saison, loin de là. Il fait même pas partie des pilotes décevants, mais il lui manque 2-3 dixièmes, 2-3 trucs pour passer dans les pilotes qui font un début de saison vraiment bon. Voilà. Yuki, on compte sur toi. En 12e position, on retrouve son coéquipier Pierre Gasly, un peu esselé des gens qui sont aux portes du top 10, mais finalement ça va. Son début de saison, il est finalement à son niveau, à son image des 2 dernières saisons, du 16,5 à Bahreïn, du 17 à Jeddah, du 15,5 en Australie, du 16,5 à Miami et même un 19 du côté de Bakou. Malheureusement, il y a 3 perfs qui viennent noircir le tableau et qui font qu'il est un petit peu en dessous de ce à quoi il nous avait habitué les saisons précédentes, où je le mettais généralement dans mon top 6, dans mon top 8 des pilotes. On a ce 10,5 du côté d'Imola, on a un 11 du côté de l'Espagne et le 10 au Canada où ça n'a pas marché. Pas grand chose à dire sur Pierre, et en plus il a déjà prolongé chez AlphaTauri, donc c'est du classique. 2 pilotes ensuite ex aequo juste à l'entrée de ce top 10, c'est Kevin Magnussen et Carlos Sainz, 2 fortunes diverses. Magnussen évidemment bien porté par son 20 à Bahreïn ou encore son 17 à Jeddah, parce qu'après on est plutôt autour de 12, autour de 13, parfois 14, c'est vraiment pas mauvais, il n'y a aucun gros raté dans ce début de saison, mais on va dire qu'il brille un petit peu moins récemment par rapport vraiment au début en fanfare qu'il nous a fait, mais en même temps ce début était assez irréel. Donc Kevin, voilà, très bien, rien à dire. Un leader pour Haas, il marque des gros points, il fait partie des meilleurs pilotes de ce début de saison, c'est bon, voire parfois très bon, donc Kevin, c'est validé. Sainz, lui, vous noterez qu'il y a 5 courses sur 9 où il a vraiment été excellent. Il y a du côté de Bahreïn, du côté de Jeddah, du côté de Miami, du côté de Monaco et surtout du côté du Canada récemment. Voilà, très bien, très bon. Il ramène les podiums, il ramène des gros points, il fait des 2e, des 3e places, c'est parfait. Il lui manque le truc pour avoir le 19, le 20 parce qu'il n'y a jamais eu de pole, il n'y a jamais eu de victoire et il y a un temps de retard sur Leclerc, on est d'accord. Mais quand il me fait des week-ends comme au Canada, moi je lui mets 18 et c'est très bien. Maintenant, il y a aussi eu 2-3 événements qui ont gâché son début de saison. L'Australie, il rate son dernier tour de qualif par 10e, mais aussi il y avait eu un problème sur la voiture, donc il était sorti tard. Il rate son départ, mais il y avait aussi un problème de volant. Et puis après, il fait une grosse erreur en tentant de doubler une Haas dès le 2e tour, donc ça c'est pas bon. C'était aussi pas bon du tout du côté de l'Espagne, où il sort dans le gravier, où sa remontée pour moi elle n'est pas assez bonne, où il y avait vraiment un gros écart par rapport à Leclerc. Et on a aussi vu une course comme l'Azerbaïdjan, où c'était pas la cata, mais on avait clairement vu la différence par rapport aux 3 hommes forts de ce championnat, qui sont peut-être aux 3 premières places, on y viendra. Bref, Carlos, ce n'est absolument pas un mauvais début de saison, c'est même bon, voire très bon sur l'immense majorité des courses, mais il y a 2-3 trucs qui manquent, donc c'est pas tout à fait au niveau de Leclerc, et en plus, il y a 3 week-ends entachés d'une performance pas assez bonne, du coup, voilà, il est seulement aux portes du top 10, mais s'il continue comme au Canada, petit à petit il va remonter, le top 5 est jouable pour lui en fin de saison. Le top 10, on y rentre un peu plus avec les 2 pilotes alpines qui sont respectivement 7e pour Alonso et 9e pour Esteban Ocon, séparés par 0,6 de moyenne à l'avantage de l'Espagnol. Donc, je vous affiche l'heure de notes au total sur ce début de saison. Voilà, on va pas reprendre au cas par cas, il y a un coup, l'un est un petit peu meilleur que l'autre, ensuite c'est l'autre. Alonso a eu pas mal de malchance, donc mon classement par note vient corriger les points qui lui manquent au classement général par points.
Ce qui fait la différence entre les deux, c'est peut-être qu'Alonso a un niveau plancher un petit peu plus haut qu'Esteban et aussi arrive plus souvent à aller chercher des gros tops. On le voit dans la qualif au Canada par exemple, elle vaut 22 sur 20 quand celle d'Esteban vaut 16. Donc voilà, petit à petit avec des petites différences qui sont faites comme ça à certains moments du week-end. Globalement, l'Espagnol arrive toujours plus à avoir un petit peu plus de performance, à m'impressionner un peu plus et à avoir du coup une note un petit peu supérieure à Esteban. Mais dans la globalité, Alpine peut être très contente de ces deux pilotes. Je ne m'étale pas. Au passage, j'essaye dans l'été de préparer une petite vidéo sur Esteban Ocon, qui est un pilote très intéressant dans cette Formule 1 moderne. Profil assez atypique, à la fois au niveau sportif et également au niveau médiatique. Bref, je vous en dis pas plus. Esteban, très bon début de saison et peut-être une vidéo bientôt. 8e de ce classement, entre les deux pilotes alpines, on retrouve Lewis Hamilton. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui en ce début de saison? Alors certes, je vous l'accorde, il y a des trucs moins bien, on le voit dans quelques notes. Voilà, il y a un 11 du côté de Jeddah, il y a un 10 du côté d'Imola, il y a également, on peut citer un 14 du côté de Monaco, où c'était pas du grand Lewis. Et on peut s'accorder sur le fait qu'il ne fait pas partie des top 5, top 3 meilleurs pilotes de ce début de saison, clairement pas. Malgré tout, franchement, on est très loin de la catastrophe. On a un Lewis Hamilton qui prend les points pour Mercedes. Certes, Russell fait mieux et je l'ai montré dans ce classement. J'y viendrai tout à l'heure, peut-être même sur mon podium, on verra. Malgré tout, il y a un 19 au Canada, il y a un 18 à Bahreïn ou en Australie, il y a un 17 du côté de l'Espagne ou de Miami. En plus, en Espagne, je pense qu'il méritait mieux parce que Magnussen a un petit peu détruit sa course dès le départ. Bref, Lewis Hamilton ne fait absolument pas un mauvais début de saison, n'a absolument pas perdu de sa superbe. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le voir avec une voiture aussi mauvaise. On n'a pas l'habitude de le voir dominé par un coéquipier parce qu'il l'est, il faut le dire. Mais malgré tout, ça va. Après, on pourra arguer que 8e du classement après 9 courses, ce n'est pas assez pour un pilote de son rang. C'est vrai, malgré tout, ne dites pas que c'est une catastrophe parce que ce n'est pas vrai. En 6e position, à la porte du top 5 qu'il occupait jusqu'aux 2-3 dernières courses qui ont été un petit peu plus moyennes, voire anonymes, c'est Valtteri Bottas. Vous avez les notes sous les yeux, je ne les détaille pas plus que ça. Ça a été bon, voire très bon, voire excellent sur tout le début. Un peu moins bien récemment, mais je ne m'inquiète pas, c'était peut-être dû au circuit, à un problème temporaire sur la voiture. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'à voir le nombre de points qu'il a rapporté à Alfa Romeo pour comprendre que c'est un excellentissime début de saison pour notre ami Valtteri qui tient son rang avec cette 6e place de mon classement par note. En 5e position, on va peut-être avoir un débat car j'ai placé là Lando Norris avec même une belle marge sur ses poursuivants et je sais que pas mal d'entre vous vont me dire que ce n'est peut-être pas mérité, que c'est peut-être un petit peu trop haut. Et vous étiez déjà pas mal à me dire ça sur mon classement de l'an dernier où je le mettais 4e meilleur pilote de la saison 2021. J'ai donc peut-être une petite tendance à surnoter Lando Norris, mais ça me paraît franchement très bizarre car je n'ai d'atome crochu ni avec l'écurie McLaren ni avec le pilote britannique qui me laisse indifférent comme l'immense majorité des autres pilotes de la grille. Je n'ai pas ni de détestation ni d'adoration, simplement je vois là un talent brut qui est très jeune, qui domine son coéquipier, qui a fait des podiums, qui a fait des super perfs. Et voilà, à chaque fois que je dois faire une course, je me dis mince, il domine, il est bon. Et au fur et à mesure, ça se retranscrit dans les notes. Il y a du 17 du côté de Jeddah, du 17 du côté de l'Australie. J'ai aussi mis un beau 16,5 en Espagne, un 18,5 du côté de Monaco. Ça avait vraiment été très très bon. Voilà, sur ces courses-là, j'ai pas le sentiment d'avoir abusé. Lando avait été excellent. Et quand il n'est pas excellent, vous le voyez, c'est 14, 13,5, 14,5. Ça fait une moyenne de 16,25. On peut, si vous voulez, rediscuter course par course, mais après 9 épreuves, ma moyenne générale me dicte que Lando Norris est le 5e meilleur pilote de ce début de saison, alors que peut-être on n'aurait pas tendance à le dire comme ça de nature. C'est aussi pour ça que j'aime les notes, parce qu'elles ne mentent pas et elles reflètent vraiment toutes les courses, et au final donnent un avis assez éclairé et surtout juste par rapport à ce début de saison. Est-ce que Lando Norris est un top 5 sur ce début d'année? À vous de me le dire. Alors qu'il se met vraiment à faire beaucoup trop chaud, j'ai surestimé la température et que les cigales font peut-être un bruit horrible au micro, je n'en sais rien. On entre dans le top 4 avec les 4 meilleurs pilotes de ce début de saison, sans contestation possible là pour le coup. Vraiment, c'est les meilleurs, ils se détachent des autres. Et à la 4e place, j'ai mis Sergio Pérez avec 17,3, pas très loin, à 0,4 du 3e et à 0,6 du 2e, vous allez voir. Bon,
Concrètement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du très très bon début de saison. Vous voyez les notes, il n'y a pas une seule tâche au tableau. Allez, le petit 15 du côté de Miami où c'était pas terrible, mais il avait aussi un problème moteur. Sinon, c'est tout le temps du 17. Il y a même un 19 à Jeddah où il a fait la pole. Il y a un autre 19 du côté de Monaco où il a gagné. Voilà, c'est du très très bon pour Sergio Pérez. Non noté au Canada, où attention, il y a quand même le crash et l'abandon mécanique, donc j'ai préféré annuler. Je pense que là-dessus, je ne vais pas m'étaler. Sergio Pérez fait un exceptionnel début de saison. Il est quasiment à la même note que Max Verstappen. Voilà. Après, il y a les 3 devant, pour moi, qui sont un petit cran au-dessus, parce qu'ils ont plus de potentiel, plus de talent, plus de niveau brut. Sur la 3e marche du podium, je vais manquer de superlatifs pour George Russell. Voilà, vous le voyez à chaque des prix, je vous dis toujours la même chose, c'est absolument parfait. Il n'y a que des top 5 en course, il n'y a qu'une seule note en dessous de 17, c'est complètement fou. Et encore cette note, c'est 15,5 et c'était à Bahreïn pour sa première course avec Mercedes où finalement il termine 4e juste derrière Hamilton. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, tout est dit. George Russell est un des pilotes qui comptera dans l'avenir de la Formule 1. Il est exceptionnel. Dès sa première année chez Mercedes, voilà. Les 2 seuls qui sont meilleurs que lui cette saison, ce sont les 2 monstres de la saison. J'ai tout dit. Maintenant, c'est la grande question, et je vous invite d'ailleurs à y répondre en commentaire. Qui de Leclerc ou de Verstappen fait le meilleur début de saison? Sincèrement, tellement les 2 sont excellents, les 2 réponses sont acceptées, ça se joue à très peu, 18.3 contre 17.9, voilà, c'est presque négligeable, mais au bout de 9 courses, donc 9 notes, voilà, quand même, il y a un petit écart, et selon moi, il y a un pilote qui fait un début de saison qui a un petit poil encore plus excellent que l'autre, mais qui n'est pas forcément récompensé, c'est Charles Leclerc. Voilà. Il y a du 20 du côté de Bahreïn, il y a du 20 du côté de l'Australie, du 19 en Espagne, du 19 à Monaco, voilà, 2 très bonnes notes partout. La seule petite tâche, c'est le 14,5 à Imola, où son spin lui avait coûté 6 points. Mais bon, avec le recul, c'est sa seule erreur en 9 courses, c'était juste une petite erreur, un peu trop d'attaque sur un vibreur où il restait de l'eau, et il est parti en spin, il a perdu que 6 points à cause de ça. Bon, voilà, Leclerc fait un excellent début de saison. Et je pense que s'il avait pu terminer toutes les courses, non seulement il serait en tête du championnat du monde et avec de l'avance, donc on croit actuellement qu'il a baissé de rythme, sauf que c'est absolument pas le cas, il a même peut-être même augmenté le rythme sur les 4-5 dernières courses. Beaucoup de gens le mettraient beaucoup plus haut dans leur classement sans ça, et c'est justement le but du classement par note, c'est de gommer la valeur des points, de gommer les abandons mécaniques et de refléter le niveau réel du pilote sur le début de saison. Bref, en tout cas, on chipote, Leclerc c'est excellent. Reprenez si vous voulez les notes une par une, j'ai rien à redire, c'est parfait. Et Max Verstappen alors? Eh bien c'est également parfait, évidemment. Que dire de ce monstre absolu qui a déjà gagné je crois 6 fois cette année et qui à mon avis peut encore gagner 6 fois ou plus sur la deuxième partie de saison. Désormais il a de l'avance au championnat, il n'en aurait pas si Leclerc avait abandonné, certes, mais lui de son côté il a fait largement le taf, c'est exceptionnel. Pas une seule note en dessous de 16 qui était à Monaco où il a été simplement moins étincelant qu'à l'accoutumée. Ce qui lui manque pour être devant Leclerc, c'est peut-être qu'il est moins époustouflant que le monégasque parfois, notamment en qualif. Il y a 6 pôles splendides pour Leclerc, il n'y en a que 2 je crois pour Verstappen et souvent il est battu par Pérez déjà 3 fois et on a le sentiment qu'il en manque peut-être un petit peu. Ce qui joue aussi en sa défaveur, c'est que cette année par rapport notamment à l'an dernier, il est moins fou, il est moins éblouissant, il est moins époustouflant sur la piste. Donc peut-être que ça aide moins à lui mettre des notes folles. Par contre, il est la force tranquille et quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Prenez l'exemple de Bakou, battu par Pérez en qualif, n'arrive pas à dépasser Leclerc, mais finalement il a gagné et il n'y avait pas de débat possible. Donc voilà, c'est ce qui fait que sur Bakou, je lui mets 18 et pas 19 ou 20. Donc au fur et à mesure, les demi-points s'accumulent et c'est ce qui fait peut-être qu'un Leclerc arrive à être devant. Il y a aussi le fait que Leclerc a abandonné 2 fois, donc est-ce que Verstappen aurait gagné en Espagne? Est-ce qu'il aurait gagné à Bakou? Pas certain, du coup il y aurait peut-être 4-4 au niveau des victoires et du coup peut-être que Verstappen aurait moins d'aura médiatique et serait vu moins haut par les gens. Moi j'essaie d'équilibrer tout ça avec mes notes et du coup je trouve qu'on arrive parfaitement à ce qui devrait être la performance pure du niveau réel des pilotes. Bref, je chipote, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. À la vue de tous les éléments, j'ai tout repris, je ne change aucune de mes notes et donc ça me donne ce classement
où selon moi, Charles Leclerc est le meilleur pilote de ce début de saison, un petit peu devant un Max Verstappen complètement fabuleux, lui-même juste devant un George Russell fou, lui-même juste devant un Perez qui est génial. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. N'hésitez pas à me dire là, vous êtes d'accord, pas d'accord, en apportant des arguments, vos Leclerc surcoté ou alors t'as sous-noté un tel, t'as surnoté un tel. Non, apportez-moi des arguments, corrigez certaines de mes notes, vous les avez toutes eues à l'écran. Bref, j'espère que vous aussi vous avez noté parce qu'au final, au bout de 19 courses, avoir une moyenne générale, ça aide à s'y retrouver par rapport à la performance réelle des pilotes. Bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à la liker et à vous abonner, même si on a dépassé les 50 000, la montée de la chaîne ne doit pas s'arrêter, donc je compte sur vous. J'espère aussi que ça a été au niveau de l'image, du son, parce qu'il y a beaucoup de cigales, il fait très chaud, donc vous ça va, normalement vous êtes sur votre canapé avec une petite citronnade, donc j'espère que ça se passe. Voilà, je vous souhaite également un bon été, on va avoir 4 courses au mois de juillet, je pense qu'on va se régaler. Ça commence ce week-end à Silverstone avec un rendez-vous qui va être complètement immanquable entre le retour des Ferrari, peut-être le retour des Mercedes, un Verstappen qui commence à devenir peut-être imbattable. J'ai super hâte, on se retrouve forcément lundi dans le Dépris et également lundi chez les pistonnés, mais aussi samedi ou dimanche, j'ai pas encore la date, sur Winamax pour proposition. Bref, les rendez-vous dans la description, les liens aussi. Likez, abonnez-vous, suivez et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit que peu importe la place de Ferrari au classement, dans son cœur, c'est toujours la numéro 1. À bientôt.